Euh, Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter l'étude d'Eichhorn et ses collaborateurs qui date de 2016. Et donc le titre traduit en français, c'est « Est-ce que la mémoire de travail améliore l'affluence ou interfère avec la parole chez les adultes qui bégayent et chez ceux qui ne bégayent pas ?» Donc le but de l'étude en fait c'était de voir si en impliquant la mémoire de travail dans une autre tâche que la parole pendant un événement de parole, si cela permettait de diminuer les disfluences. Alors, nous avons choisi cette étude parce que tout d'abord, elle permettait de mieux comprendre le bégaiement. Et donc, on se disait que ça pouvait nous donner des pistes pour la pratique, pour améliorer l'affluence des personnes qui bégayent. Et elle nous permettait aussi de mieux comprendre le contrôle moteur de la parole, étant donné que, que l'étude portait aussi sur des personnes qui ne bégayent pas. Et nous pensions que la question était intéressante parce que dans beaucoup d'études, on voit que donc, impliquer la mémoire de travail dans une autre tâche a un effet sur l'affluence, mais il y a plusieurs hypothèses qui expliquent pourquoi ce serait possible, mais les hypothèses se contredisent dans différentes études. Et donc on voulait voir si cette étude nous donnait une hypothèse ou une explication un peu différente. Donc, pour faire ça, les chercheurs ont sélectionné 39 participants entre 18 et 35 ans. Ils ont fait deux groupes, donc un groupe de personnes qui bégayent et un groupe de personnes qui ne bégayent pas. Deux groupes plus ou moins équivalents et équivalents dans leur capacité à gérer des doubles tâches. Ça va être important pour la suite. Donc, à ces participants, ils ont demandé plusieurs choses. Donc, d'abord, ils ont demandé de faire une tâche de mémoire de travail toute seule. Donc, ils ont mesuré le score à cette tâche de mémoire de travail. Donc, 1 si la tâche était réussie, 0 si elle était ratée. Il y avait plusieurs essais. Ils ont également fait passer une tâche de parole spontanée aux participants. Donc, la tâche de parole spontanée, c'était le participant choisit un thème parmi 3 et doit parler pendant 60 secondes de ce thème. Donc, par exemple, raconter vos dernières vacances. Et donc, dans cette tâche, ils évaluent les disfluences typiques. Donc, c'est répéter des mots, dire hésiter, se reprendre, s'autocorriger. Donc, des disfluences normales dans la parole. Ils évaluaient les disfluences atypiques, donc qui sont les disfluences propres au bégaiement, donc des répétitions, des blocages et des prolongations. Et ils évaluaient les erreurs de parole, donc dire chaval pour cheval, se tromper au niveau phonologique. Et ensuite, ils ont fait une combinaison donc, de la tâche de mémoire de travail et de la tâche de parole. Donc, les participants devaient faire les deux en même temps. En fait, ils voulaient voir si le fait d'être en double tâche allait avoir un effet d'abord sur les performances en mémoire de travail. Est-ce que ça allait diminuer et puis voir un effet sur les disfluences. Est-ce qu'il y aurait plus de disfluences, moins de disfluences, quel type de disfluence, et voir s'il y aurait plus d'erreurs de parole. Donc la tâche de mémoire de travail, on va vous la montrer en vitesse. C'était donc au niveau verbal, il y avait verbal et spatial. Au niveau verbal, le participant voit un chiffre et puis des additions et il doit faire le calcul dans sa tête et donner le résultat final. Voilà, donc là, normalement, vous auriez dû obtenir 5. Et le participant donc faisait ça soit en tâche simple, soit en tâche double, donc à ce moment-là, en faisant une tâche de parole en même temps. Et alors, au niveau spatial, le participant voit un cercle et puis des flèches, et il doit faire le déplacement mentalement du cercle et dire où le cercle se trouvera à la fin. Voilà. Alors, au niveau des résultats, donc, les chercheurs ont observé que pour les scores à la tâche de mémoire de travail, les performances diminuaient en double tâche, ce qui est normal puisque leurs ressources cognitives sont occupées, donc ça diminue. Et c'était la même chose donc, pour les deux groupes. Les personnes qui bégayent et les personnes qui ne bégayent pas avaient donc ce même effet. Donc, les personnes qui bégayent ne sont pas plus sensibles à la situation de double tâche. Alors ensuite, au niveau des disfluences, il faut savoir que même les personnes qui ne bégayent pas produisent des disfluences atypiques, mais que les personnes qui bégayent en font 4 fois plus que les personnes qui ne bégayent pas. Et ici, ils ont remarqué que donc, en situation de double tâche, il y avait une diminution des disfluences atypiques, qui sont donc, comme Alice l'a dit, les prolongations, les blocages et les répétitions, et que c'était le cas donc, dans les deux groupes, les personnes qui bégayent et qui ne bégayent pas. Voilà.
Et puis, au niveau des erreurs de parole, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas plus d'erreurs de parole en double tâche, donc que c'était vraiment spécifique aux disfluences atypiques. Donc, en résumé, ils se sont rendus compte qu'occuper la mémoire de travail pendant la parole diminue les disfluences atypiques, donc chez les personnes qui bégayent et qui ne bégayent pas. Et cela confirme une hypothèse dans le domaine du contrôle moteur de la parole qui s'appelle le Constrained Action Hypothesis et qui en fait dit que quand on essaye d'avoir un contrôle conscient sur quelque chose qui est automatisé, cela va résulter en une chute des performances. Donc par exemple, quand on écrit et qu'on veut écrire un grand titre avec des belles lettres et qu'on se concentre vraiment sur notre écriture, en général, elle sera moins régulière et moins belle que notre écriture normale. Et donc, il disait que ce serait sans doute la même chose qui causerait les disfluences chez les personnes qui bégayent. Donc, on a trouvé cet article vraiment intéressant, mais évidemment, il y a quelques petites réflexions qu'on peut se faire. Donc, d'abord, la tâche de mémoire de travail était assez simple. En fait, il y a eu des niveaux de performance assez élevés. Et du coup, les chercheurs n'ont pas vu de différence entre les groupes de personnes qui bégayent et qui ne bégayent pas. Et donc, ils se sont dit que peut-être que ce serait lié à cette tâche de mémoire de travail qui est trop simple et réalisée de manière trop automatique. Et donc, on n'aurait pas vu assez de variations dans les scores. Ensuite, les tâches de... ils se demandaient aussi si c'était vraiment le fait d'occuper la mémoire de travail de manière très ciblée qui diminuait ces disfluences atypiques ou si c'est vraiment une occupation des ressources cognitives de manière plus générale. Et c'est intéressant à savoir parce qu'en pratique, devoir occuper la mémoire de travail ou devoir occuper les ressources attentionnelles, c'est différent et ça va être plus facile si on peut juste occuper l'attention de manière plus globale. Et donc, ce serait quelque chose d'intéressant à évaluer dans une recherche future. Et donc, en conclusion, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de cette étude ? En fait, la parole, donc, c'est quelque chose qui est assez automatisé. Et donc, selon l'hypothèse qui a été confirmée dans cette étude, il faudrait vraiment minimiser le contrôle sur cet acte moteur, parce que quand on va y faire trop attention, ça va diminuer les performances. Et ce, chez les personnes qui bégayent et chez celles qui ne bégayent pas. Et donc, en thérapie, on pourrait essayer d'amener le patient à se concentrer vraiment plus sur, par exemple, le résultat de sa parole ou quelque chose comme ça, et plutôt que de se concentrer sur l'acte moteur, l'acte de parole en lui-même. Voilà, merci pour votre écoute. Est-ce que quelqu'un a une question ou un commentaire ? Est-ce qu'on peut revenir juste sur la conclusion ? Voilà, quand tu dis en pratique, donc on peut amener le patient à est-ce que tu as un exemple concret ? Parce que moi, ça me parle pas. Oui, merci. C'est assez vague, mais en fait, ce que nous, on a pensé, c'est qu'en fait, les thérapies où, par exemple, on utilise un métronome ou il y a des thérapies où on tape du doigt et des choses comme ça, ça peut être des choses déjà qui occupent un peu les ressources et peut-être que ça expliquerait aussi en partie pourquoi ça aide à la parole. Et donc, nous, on a pensé à ça. En fait, on n'a pas d'idée qui serait plus spécifique. Mais on se disait que déjà, ces thérapies en fait, qui apportent d'autres choses aux patients et qui doivent se focuser sur autre chose, ça faisait déjà un petit peu le travail. Voilà. Oui, mais donc quand je lis ta conclusion, j'ai l'impression que tu mets que justement il faut ne pas se focaliser sur l'acte moteur. Donc moi je pense justement que d'aider, de scander, de faire attention, de dire aux patients de faire attention plus, je pense qu'en pratique ça aide quand même. Donc mais en fait ici ils font vraiment la distinction entre le contrôle explicite et implicite, enfin interne et externe. Et donc un contrôle interne, ça va être comment est-ce que je vais devoir, vraiment au niveau moteur, par exemple, si on doit faire une culbute, par exemple, décomposer le mouvement, etc. Enfin c'est un autre exemple, mais au niveau moteur toujours, décomposer le mouvement, etc. Ça va désynchroniser un peu le mouvement, alors que se concentrer plus sur, par exemple, sur la parole, le résultat de la parole et sur le but final, en quelque sorte, ça c'est un contrôle qui est plus externe
Et donc, c'est 2 types de contrôles différents, en fait. Ils faisaient la différence dans l'article. Je pense qu'ici, ils auraient aussi peut-être dû tester au niveau plus exécutif les patients. Je ne sais pas si ça a été fait ou pas. Non. Voilà. Mais donc, c'était une bonne idée, mais je pense que ça manque un petit peu de rigueur. Merci. Quelqu'un d'autre? Alors moi je me demandais, ce qui est intéressant, c'est qu'ils utilisent aussi 2 tâches de mémoire de travail différentes, une plutôt verbale, une plutôt visio-spatiale. Et il me semble me souvenir que dans la littérature, on a un impact différent en fonction du type de tâche. Est-ce que vous avez observé dans votre article une différence telle que celle-là? Donc oui, en fait, ils ont manipulé pas mal de choses au niveau de la tâche de mémoire de travail parce qu'ils supposaient qu'il y aurait des différences au niveau en fonction de ces tâches, par exemple au niveau de est-ce que c'est verbal ou spatial, et eux n'ont pas observé de différence en fonction du fait que ce soit verbal ou spatial. Il n'y a pas eu de différence. Ok. Pas d'autres questions? Merci beaucoup.